L'OPCO Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'experts sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeux des transitions de l'habitat. Aujourd'hui, je viens te voir pour qu'on échange effectivement sur ce sujet de l'évolutivité, de l'adaptabilité du logement, de l'habitat. On a conduit un certain nombre d'entretiens avec des avis d'experts très différents. Quels sont les points particuliers qui t'interpellent sur le fait que les choses avancent ou que ça n'avance pas? Alors évidemment, je suis aussi ingénieur en génie civil et donc pour moi il y a quand même un enjeu de la structure, du type de structure et de matériaux qu'on utilise. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même plus d'évolutivité pour des constructions en bois. Et ensuite, d'un point de vue beaucoup plus global, avec beaucoup plus de recul et par rapport à ce qu'on fait ici, c'est-à-dire une formation architecte-ingénieur, je pense qu'il y a des enjeux politiques notamment et de différents acteurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on sait faire. Et on a des projets déjà, il y a des projets construits exemplaires, mais il y a aussi des projets d'étudiants sur la modularité, la flexibilité du logement, dans le cadre de l'évolutivité, de la cellule familiale, etc. Donc je pense que techniquement, on sait faire, mais je pense qu'il y a des choix qui ne sont pas faits, à la fois sur l'existant, voire dans le neuf, parce que justement, il y a des enjeux sur certains lobbies peut-être, ou sur certaines démarches. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on sait faire, et on n'avance pas beaucoup. Je pense qu'il y a des blocages à d'autres niveaux. Qu'est-ce qui peut, vis-à-vis de vos étudiants, ne pas les décourager devant ce lobbying pour continuer à être créatif, innovant, au service de l'usage? Et qu'est-ce qui peut, du point de vue, on va dire, des experts certifiés, une fédération professionnelle par exemple, qu'est-ce qui pourrait faire que petit à petit on va infléchir ces éléments de gouvernance? Alors, je pense que le petit à petit est un bon terme. Parce que je pense que c'est pas parce que c'est pas développé qu'on ne peut pas faire. Donc on encourage quand même les étudiants toujours à réfléchir à cette échelle-là, à ce type de projet, en faisant, même si c'est des petits projets ou certains projets exemplaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de le faire, de se donner les moyens de le faire. Donc notamment parce qu'ils sont architectes ou architectes-ingénieurs, de pouvoir développer, proposer parfois leur propre projet. Alors est-ce que c'est en autopromotion, est-ce que c'est sur des formules différentes, je dirais, mais de pousser à faire quand même pour l'exemplarité. Et je pense qu'au niveau des collectivités, des organismes professionnels, etc., c'est un petit peu la même chose en montrant que ceux qui sont faits ont des qualités, des avantages, et que petit à petit, par un effet peut-être boule de neige, quoi, ça puisse se propager, ça se sache, que ce soit, je pense aussi qu'il y a une communication à faire, d'où l'idée de l'exemplarité, auprès du grand public. C'est-à-dire que si le grand public peut visiter, peut voir des choses qui ont été faites et mieux faites, que ce soit après dans les différents médias, je pense que ça peut amener de la pression, quoi. Voilà, c'est un peu se faire sa pub quelque part, mais c'est une pression sur effectivement ces entreprises. On s'aperçoit aujourd'hui quand même qu'on a de plus en plus au quotidien des démarches marketing qui vont finalement conditionner. Oui, tout à fait. Du coup, que ce soit vis-à-vis des maîtres d'ouvrage ou vis-à-vis des politiques, qui, quoi qu'on le veuille, ordonnancent les orientations publiques et privées, qu'est-ce qui, d'un point de vue marketing, dans nos métiers, architectes et ingénieurs, pourrait être mis en valeur pour justement donner à voir et donner du crédit? Alors je pense que de plus en plus, les gens sont certes sensibles au marketing. On l'a vu dans d'autres pays, on l'a déjà étudié aussi avec les étudiants, c'est-à-dire l'influence qu'ont les 4x3, les pubs, les affiches, les spots de pub. Des gens qui sont intéressés sur l'influence des séries télé
ou des films ou des vidéos, en fait, des YouTube, etc., sur la manière dont les gens présentent, la manière dont ils vivent. Je pense que ça, c'est une chose. Je pense que notamment depuis ces dernières périodes, la proximité, c'est-à-dire est-ce que c'est le bouche à oreille, mais qui met plus de temps, cette proximité de gens qui ont vécu une expérience positive dans des bâtiments beaucoup plus confortables, mais pour la personne, quoi. Pas seulement sur ce qui est vendu, mais vécu, quoi. Et donc, moi, je crois vraiment dans des projets exemplaires. Plus ils se développeront, plus il y a des gens qui pourront témoigner de là où ils vivent et le perdurer. Enfin, moi, j'ai en tête un exemple à Zurich, d'une résidence un peu particulière où il y a des parties du bâtiment qui sont partagées. Par exemple, des parties où les gens ont des salles de lecture, une espèce de salle de fête, ou des salles où ils étendent le linge, et qui créent une vie à l'échelle d'une résidence aussi, avec une cour intérieure, avec des espaces partagés notamment. Donc, ils sont modulaires dans le sens où ils peuvent servir à un grand nombre d'usagers de manière alternée. C'est-à-dire que si on veut faire une fête de famille, on réserve finalement cette salle à manger commune pour l'usage d'un locataire, quoi, par exemple, ou d'un des propriétaires. Donc c'est une forme de flexibilité. Mais en fait, quand nous on y allait pour le visiter avec un groupe d'étudiants, et en fait où les gens témoignent par proximité. Et c'est 10 000 fois plus convaincant, je pense, qu'un spot de pub. Donc encore une fois, par cette exemplarité qui serait communiquée par une expérience vécue, voilà, c'est après qu'il y ait des reportages là-dedans et tous les types de médias. Mais si les gens témoignent honnêtement d'une qualité en fait de vie aussi, et puis de tout ce qu'ils y ont trouvé comme avantage finalement, enfin moi je crois beaucoup plus en cette proximité vécue que en la pub de ce qu'on vous promet, et où j'ai quand même l'impression que les gens, enfin j'espère en tout cas, y croient de moins en moins. Mais moi j'ai le sentiment que les gens y croient de moins en moins. C'est un peu vie ma vie. Oui, je pense. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Après, il faut montrer aussi une certaine diversité. Donc nous, quand on l'a fait avec les étudiants, on leur a montré des projets. On venait du Vorarlberg, où il y a beaucoup de projets en bois. On est passé par Zurich, où on leur a montré ce projet qui est plus en béton, mais d'une autre manière de vivre, de résidents. Donc il faut en montrer différents à différentes échelles, quoi. C'est pas vie exactement ma vie, mais c'est ce type de vie est possible, quoi. Voilà, vous est aussi possible. Là, par rapport au témoignage que j'ai pu recueillir jusqu'à maintenant, effectivement, cet exemple-là me fait penser à, on va dire, une situation d'un macro-lot qu'un aménageur aurait pu vendre. Hein. Il vend un concept, mais en tant que responsable de formation de nos futurs experts, comment ce regard privilégié sur un exemple exemplaire s'intègre dans une approche urbaine beaucoup plus large. Alors c'est vrai que c'est la question de l'étendre. En fait, on le fait vraiment réfléchir sur je dirais la manière de l'habiter, la manière de le construire, à quelle échelle ça fonctionne. En fait, la question est-ce que ça fonctionne à l'échelle de quelques logements, de 2, 3, 5 logements, de 500 logements, de 700 logements, d'un îlot, d'un quartier peut-être. Voilà. Donc il y a des choses pas transposables. Il y a des éléments qui fonctionnent à certaines échelles, qui fonctionnent peut-être pas à d'autres échelles. Donc il y a des projets dans certaines années où effectivement ils réfléchissent à tout ce qui est en jeu, hein, tous les enjeux en fait, et à quelle échelle les questions se posent, et est-ce qu'elles sont transposables à d'autres échelles. Donc on les fait vraiment réfléchir là-dessus aussi. Et quand ils montent en fait dans la formation, quand ils progressent dans la formation, ils réfléchissent effectivement plus à des petites échelles. Plus ils montent dans la formation, plus la complexité devient grande, et on les encourage à intégrer cette question d'échelle notamment dans la complexité. Un de tes collaborateurs disait que le rôle de l'architecte en France était un peu dévoyé parce que du coup il passait sur des fonctions qui le bridaient dans son approche créative parce qu'il était dans une démarche de répondre à un cahier des charges qui on va dire l'encadrait. Comment vos étudiants, vous arrivez à leur faire garder un peu cet esprit d'ouverture, de partage, d'initiative, de conquête? La norme existe et les normes ont toujours existé, hein, mais la question est de re-questionner la norme, je dirais, ou de faire avec, ou de jouer avec. Elle ne contraint pas forcément tout, et parfois il faut savoir la détourner, la contourner, déroger aussi. Je pense qu'on essaie de leur apprendre ça, en tout cas de la réinterroger. Et moi je pense encore une fois que notamment les architectes ingénieurs ont beaucoup plus de flexibilité, alors je vais reprendre ce mot-là, mais dans cet aspect normatif, dans ce cadre, c'est-à-dire de mieux le maîtriser, mieux le comprendre pour mieux en jouer, quoi. Et dans la relation, puisque
ce matin en préambule, quand on avait la discussion un petit peu libre, vous citiez l'un et l'autre plein d'orientations totalement différentes, qui fait que finalement, vous creusez le cerveau pour leur donner un socle qui leur permet une autonomie dans cette approche créative, et puis on s'aperçoit qu'ils partent vers des démarches de merchandising, de médiation, enfin tout à fait. Qu'est-ce qui va rester à travers leur formation pour les aider, ce qu'on disait ce matin, à avoir cette approche un peu globale et systémique? On essaye de leur poser un maximum de questions, d'avoir conscience de tous les éléments de la question, c'est-à-dire de toutes les contraintes, de toutes les données, de la manière de se poser la question, de réinterroger un certain nombre de données et de les mettre, je dirais, en musique. Cette approche, voilà, qui n'est pas d'une méthodologie, je dirais, elle est valable dans quelle que soit la fonction ou le métier qu'ils exerceront plus tard. Donc je pense qu'il y a plus... en fait, on ne les forme pas à un seul métier, on les forme à, je dirais, réfléchir ou penser, peut-être de manière effectivement assez globale. Les différentes personnes interviewées ont utilisé systématiquement l'analyse des usages pour comprendre et répondre, y compris à identifier des compétences d'assistance à maîtrise d'usage. Alors, et dans le discours et en même temps dans les contenus, comment ça s'est abordé? Donc l'usage, l'usager... On les sensibilise à leurs propres usages en tant qu'étudiants, notamment, à réfléchir comment ils utilisent, comment ils pourraient utiliser, comment d'autres utilisent des espaces dédiés à la vie des étudiants, par exemple, donc à leurs cellules, soit familiales, soit personnelles. Et puis petit à petit, on les pousse. Donc c'est déjà apprendre à connaître, analyser l'existant. Finalement, les exemples qui ont été, c'est pour ça que je parlais d'exemplarité tout à l'heure aussi, mais de ce qui existe. C'est-à-dire comprendre, analyser ce que d'autres ont fait, quels sont les enjeux, les dispositifs mis en place, etc. Et ensuite, petit à petit, de prendre en compte d'autres paramètres pour concevoir d'autres manières, d'autres usages, de nouveaux usages, ou des relations d'usagers à ce type d'espace, certains types d'espaces. Moi qui suis quand même extérieur au monde de l'architecture, même si je suis parfois sollicité, mais surtout sur, on va dire, les bâtiments plutôt publics, j'ai quand même un regard critique sur avoir l'attention sur cette notion d'usage, qui pour moi demande énormément de temps, d'investigation, de maturation. Et quand je regarde souvent les délais pour faire l'exécution d'un projet, je suis stupéfait parce que ça ne peut pas se rencontrer. Il y a beaucoup de travail dans un temps assez court, certes. Certes, il faudrait plus de temps. Voilà. Après, effectivement, les contraintes sont telles qu'ils le font. C'est pour ça que certains le font certainement beaucoup par analogie ou avec certains raccourcis. Certes, il faudrait plus de temps. Ça, c'est sûr que ça prend du temps. C'est pour ça que aussi se développent, je dirais parfois, des démarches un peu annexes de réflexion participative par des collectifs ou autres, où on se dit, on s'intègre, on s'oriente vers une démarche différente, où on prend plus de temps. Mais ça devrait être presque la norme, En tout cas, ça devrait être plus développé. Et qu'est-ce qui pourrait convaincre les maîtres d'ouvrage, et publics et privés, d'oser prendre plus de temps, de redonner aux concepteurs cette fonction d'analyse prescriptive. Ce matin, on parlait donc de programmation pour structurer mieux l'acte créatif ensuite. Enfin, qu'est-ce qui aiderait à convaincre les maîtres d'ouvrage? Pour moi, encore une fois, c'est la qualité. C'est d'arriver à les convaincre que pour faire de la qualité, il faut effectivement ces éléments-là, c'est-à-dire prendre le temps, le faire mieux en amont. Et à mon avis, c'est encore une fois d'avoir certains projets exemplaires et de montrer que quand on s'inscrit dans une démarche comme ça, on y arrive quand même mieux. Je pense qu'un maître d'ouvrage sera sensible en disant, oui, même si on prend un peu plus de temps, si c'est pour gagner quelque part après dans la satisfaction des usagers, je pense que c'est un argument qui sera entendable. Après, il faut arriver à le démontrer. Oui, il a un mandat, il a des objectifs financiers, ça c'est sûr. Il a déclenché une bourse, cette bourse elle s'amortit un certain temps. Mais politiquement, pour se faire réélire, si les gens disent oui, les projets sont finalement pas si terribles que ça, ou voilà, et qu'à côté, le concurrent ou la ville d'à côté a réussi à faire mieux en prenant son temps et plus réélu, ça les fera peut-être bouger quelque part. On peut espérer, mais...
Ouais, mais moi j'ai un vague souvenir d'entretien où finalement on dit assez peu que c'est pas bien. C'est Ouais. justement la valeur d'exemplarité dont tu Mais parlais. parce qu'on n'a pas beaucoup de références en fait. C'est pour ça faudrait développer les éléments de comparaison. Et donc les éléments de comparaison, les gens qui voient à la télé ou ailleurs, des gens qui arrivent à vivre très très bien, il y a plein d'émissions maintenant sur des gens qui vivent dans des maisons semi-enterrées, enfin des trucs, bon, des fois discutables, mais où ils prônent une certaine qualité de vie, ou de retour à la terre, ou de retour à des éléments essentiels, des choses comme ça. Oui, je pense que la conscience peut s'éveiller, quoi. Par l'analyse, la démonstration de certaines exemplarités. Et alors tu disais tout à l'heure, les choses pourraient bouger si on arrive à convaincre les décideurs et surtout les grands lobbying d'oser aller vers de l'innovation, de l'expérimentation. Au-delà de l'argent et de la rentabilité, qu'est-ce qui cloche par le fait qu'on n'arrive pas à rentrer, à convaincre que ça peut être rentable? Je pense qu'il y a la culture, la formation, enfin ils sont dans des logiques en fait qui s'auto-entretiennent. Donc c'est compliqué. Je pense que ça peut arriver, encore une fois, par la formation au départ, de leur donner une culture ça pourrait fonctionner autrement. Et petit à petit, j'espère que ça peut grignoter démonter ce genre de réflexion. Mais je pense qu'il faut du temps. Il y a plein de choses écrites sur des révolutions, je dirais, économiques, aussi des évolutions économiques. Si ce n'est pas des révolutions, donc soit ça se fait petit à petit par le temps et le grignotage, soit il y a des grands événements qui freineront à un moment donné, arrêteront et obligeront à muter, quoi. Mais moi, je crois encore à la culture, à la formation et à arriver à grignoter. Il y a un étudiant qui m'a dit, un architecte-ingénieur, moi, je veux changer ce monde-là, quoi. Je veux changer ça en allant travailler dans un grand groupe et en révolutionnant les choses de l'intérieur. Voilà. Alors, on lui avait dit, mais t'es un peu tout seul, quoi. Ça ressemble un peu à... voilà, c'est ça. Mais tu te bats un peu tout seul contre des moulins à vent, quoi. Voilà. Mais c'est louable. Et je me dis, peut-être qu'il y en a un, plus un, plus un, plus un. C'est le colibri de Pierre Rabhi. Ouais, oui, mais il faut bien commencer quelque part, quoi. Voilà. C'est ça, ou un gros point d'arrêt qui dit, ben oui, effectivement, demain, on vous l'avait dit, mais les ressources s'épuisent, voilà, et c'est fini. Il y a un événement, il y a quelque chose qui fait à un moment donné une révolution. Enfin, je pense que l'histoire nous a déjà montré ça aussi. Les évolutions se font soit très lentement, soit à un moment donné, il y a... Alors, la maîtrise d'ouvrage privée, ça sera plus compliqué parce qu'elle a, je veux dire, un regard comptable qui est certainement très différent. Il faudra qu'on soit capable de leur montrer la plus-value économique, sûr, qui fait que leur bien prendra de la valeur. Par contre, la maîtrise d'ouvrage public, et les bailleurs sociaux en l'occurrence, est-ce que c'est pas par l'information et la formation à leur égard que ça passera aussi? Oui, je pense qu'elle doit être globale, mais encore une fois, par rapport aux réflexions qu'on peut mener à l'école, c'est-à-dire que nos étudiants peuvent faire en projet de fin d'études, la question pourrait être posée différemment. Donc petit à petit, on se dit peut-être que dans nos discussions, dans nos relations, on peut aussi peut-être faire évoluer des choses déjà. Donc cette information et cette formation passent par là. Après, il y a des formations continues, effectivement des formations à l'égard de ces gens-là. À l'égard des maîtres d'ouvrage. Oui, et on en a. On a il y a une formation à l'INSA là, sur l'éco-rénovation du bâti ancien, par exemple, où il y a de la maîtrise d'ouvrage. Il y a des architectes, des ingénieurs et de la maîtrise d'ouvrage. Des gens qui viennent continuer à se former, quoi, voilà, parce qu'ils ont des projets comme ça de rénovation et qu'ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Quand vous faites par exemple l'évaluation de ces formations, quelles sont les choses qui ressortent le plus de la part des maîtres d'ouvrage en particulier? C'est qu'ils ne faisaient pas parce qu'ils ne savaient pas faire. Ils n'avaient pas conscience d'un certain nombre de questions et de comment se poser la question même. Et que souvent c'est plus complexe que ce qu'ils pensaient. Voilà. Et que, en gros, ce qui souligne souvent, c'est que la formation n'est pas inutile, quoi. Voilà. Enfin, ils ont trouvé ce qu'ils sont venus chercher, quoi. Mais en même temps, ça veut dire que par rapport à vos métiers, et nos métiers d'ingénieurs, ça veut dire qu'il y a une réflexion très amont sur les questions à se poser qui sont bien en deçà de la maîtrise d'œuvre, qui sont à un niveau de programmation, d'intention politique du projet, enfin d'études de faisabilité. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup.
En formation, on se les pose quand même, hein, de programmation, de choses comme ça. Maintenant, on ne forme pas des programmistes, mais on a des diplômés qui deviennent programmistes, hein, et c'est des choses, alors je sais qu'en M1 on le fait, ouais, en L3, enfin, au niveau AI3, on parle de la programmation. Par exemple, je prends que cet exemple-là, hein, mais on en parle. Après, on ne les forme pas, je dirais, 700 heures par an quoi, sur ces questions-là, quoi. Voilà, évidemment. Mais on l'aborde, quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au sujet? On a parlé très librement ce matin dans nos interéchanges des choses qui seraient utiles pour nous construire un message final. En tout cas, nous, on a envie de faire beaucoup de choses, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient évoluer encore. Et je pense qu'il y a des mentalités, en tout cas, à faire évoluer, quoi, effectivement. Mais même dans les formations, je pense qu'il y a des évolutions auxquelles il va falloir qu'on réfléchisse plus rapidement, quoi, je dirais. Pour ma part, je pense qu'il y a des évolutions chez les ingénieurs qui sont à accélérer, quoi, je dirais, voilà, à mettre en place. Alors moi, je crois beaucoup en la transdisciplinarité, la transversalité, etc. Je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à travailler les uns avec les autres et à réfléchir ensemble à ces questions-là, quoi. Mais à le faire évoluer plus vite. C'est-à-dire, c'est faire ce que l'industrie a fait depuis 60 ans, la co-ingénierie, quoi. Oui, peut-être. Les questions ne se posent pas là, encore une fois à la même échelle ou de la même manière, hein, sont peut-être encore une fois plus complexes, mais oui.